Et à nouveau, je laisse la parole à Richard de Sèze. À chaque fois, je vous la rends, je tiens à le souligner. Merci beaucoup, Liselotte. Bonjour, Mériadec Raffray. Bonjour Richard, bonjour Liselotte. Voilà, pour ceux qui nous rejoindraient et qui ne nous connaîtraient pas du tout, Mériadec Raffray est le rédacteur en chef Monde de Valeurs Actuelles. Étant donné qu'on parle d'affaires étrangères, c'est compliqué de passer à côté de Donald Trump. Il a ouvert... Ça commence bien cette émission. On va parler des vrais sujets. Voilà. Il a ouvert un nombre de dossiers incroyables. Amérique du Sud, Canada, Union européenne, Iran, Chine, Pacifique. Voilà, on est partout. Commençons brièvement par l'Iran. Donc, un porte-avions américain est un cingle vers l'Iran. En même temps, une partie des pays arabes ont expliqué qu'il était hors de question qu'ils servent de base arrière à des opérations américaines dirigées contre l'Iran. Donald Trump avait menacé l'Iran de rétorsion. Les chiffres évoluent entre 6 000 et 30 000 morts dans la répression iranienne. Donald Trump a expliqué que finalement, comme il y avait 800 personnes qu'il était prévu de pendre en représailles de leur rébellion et que ces pendaisons ont été annulées, il suspendait lui-même son intervention en Iran. Que penser de la posture des États-Unis, de la manière dont Donald Trump est en train de mener ce dossier iranien ? Alors, il y a plusieurs entrées possibles pour analyser la politique iranienne de Donald Trump. Je vais essayer de résumer en fait sans trop se perdre dans des conjonctures qu'il est toujours difficile d'analyser. On voit bien que l'Amérique en fait hésite à donner un coup de pied un nouveau coup de pied dans la fourmilière des mollahs iraniens, du régime iranien, parce qu'elle a compris, à la différence des anciens républicains, des républicains d'avant, d'ancienne génération, les Bush, etc., elle a compris qu'en fait, frapper est une chose, changer un régime en est une autre, et il y a évidemment des conséquences qui sont difficilement maîtrisables. Et effectivement, vous l'avez noté, dans les paramètres qui sont pris en compte par l'administration Trump pour agir ou pas d'ailleurs en Iran, il y a évidemment l'avis des monarchies du Golfe Persique, mais également d'Israël. Et lorsque Trump fait son tweet la semaine dernière, ou il y a 10 jours, en disant « Tenez bon, courage, les renforts, les secours arrivent », et que 48 heures plus tard, il décide, donc tout le monde comprend, et les premiers à le comprendre, ce sont les insurgés, ou en tout cas les gens qui protestent, qui manifestent en Iran, comprennent que l'Amérique va enfin venir à leur secours. Et que 48 heures plus tard, finalement, l'administration Trump laisse dire, parce qu'elle laisse dire qu'elle sursoit en fait à une nouvelle frappe sur l'Iran. Évidemment, certains diront que cette posture d'hésitation est criminelle, puisqu'elle a commencé par encourager les civils à descendre dans la rue et donc à prendre des risques face aux balles iraniennes, et quand dans un deuxième temps, l'administration a dit non, finalement, je vous ai encouragé, mais j'y vais pas. Donc il y a effectivement une critique possible de ce point de vue-là de la posture américaine, ou surtout de la communication présidentielle sur les réseaux sociaux dans des dossiers qui sont ultra compliqués, ultra sensibles et vraiment très compliqués. D'un autre côté, l'hésitation de Donald Trump sur l'Iran illustre bien, me semble-t-il, l'équation de l'administration Trump en politique étrangère. Trump, en fait, écoute évidemment sa base MAGA, la base qu'il a élue. À cette base, il lui a dit: nous allons restaurer la puissance américaine, l'influence américaine, et il ne faut jamais oublier une chose, notamment la différence de la Russie ou de la Chine, c'est que l'Amérique est une puissance maritime. L'Amérique a une douzaine de porte-avions, avec les escortes qui vont avec, pour contrôler en particulier les grandes routes maritimes mondiales dont elle a besoin pour son commerce. Et ça, c'est une chose. D'un autre côté, cette même base MAGA dit à Donald Trump:
c'en est terminé des aventures militaires qui ont toutes conduit à la catastrophe, avec le retour sur le sol américain des cercueils de nos militaires morts dans des aventures qui politiquement sont des impasses. On pense à l'Irak, évidemment, mais on pense surtout à l'Afghanistan. C'est Biden qui a déclenché le départ définitif des Américains en août 2020, si je me trompe. Mais en fait, ce départ avait été préparé par Donald Trump, qui avait lancé, il faut le rappeler quand même, des négociations à Doha entre les talibans qu'il avait combattus, que l'Amérique avait combattus à l'heure de la guerre contre le terrorisme islamiste. Et en fait, les choses s'étaient finalement pas très bien passées, et il avait décidé d'ouvrir des négociations et de redonner finalement le pouvoir aux talibans pour préparer son départ. Tout ça, c'est bien dans l'esprit, dans la mémoire collective des républicains MAGA. En plus, ça a coûté des milliards, des centaines de milliards de dollars à l'administration américaine et au pays, centaines de milliards de dollars qui n'ont pas été investis dans des industries, dans des usines, et aujourd'hui l'Amérique en paye le prix vis-à-vis de la Chine. Et c'est la raison pour laquelle les MAGA disent oui à la restauration de la puissance américaine, mais non à l'aventurisme. Et Donald Trump se positionne au milieu de ces deux paramètres-là, ce qui donne effectivement un certain nombre d'hésitations. Lorsqu'il a voulu frapper les monarchies sunnites, historiquement rivales, concurrentes, voire même adversaires des mollahs chiites, on dit à Trump non à ces nouvelles frappes. Les paramètres inconnus sont très importants et pourraient être beaucoup plus négatifs que l'effet positif des frappes cette fois-ci. On pense évidemment au fait que les mollahs conservent toute leur puissance, leur capacité notamment de bloquer le détroit du Golfe Persique. Et là, effectivement, les conséquences seraient négatives pour les monarchies sunnites, mais également pour l'ensemble, pour les économies occidentales, puisque automatiquement, les prix du pétrole monteraient en flèche, ce qui déstabiliserait toute l'économie mondiale, et en particulier la politique de Trump, qui a promis à ses électeurs de faire baisser le coût du gallon à la pompe. C'est vraiment, c'est l'un des... Il faut toujours revenir, en fait, il faut toujours revenir aux promesses de campagne de Donald Trump, qui sont très claires. Et Donald Trump est un homme de marketing, et un homme concret, un homme d'entreprise, et il veut apporter à ses électeurs ce qu'il a promis de manière complètement basique, ce qui d'ailleurs n'est même pas compris en Europe. On va y revenir à propos du Groenland. Et donc, et par ailleurs, il y a une autre explication qui mériterait d'être validée plus tard, parce que pour l'instant on n'a pas les moyens de le faire. Et Israël aurait également dissuadé dans un premier temps, enfin la dernière fois, cette fois-là, l'Amérique de frapper l'Iran, pour une raison simple, mais qui méritera d'être validée plus tard. C'est que, selon les analystes bien informés, Israël n'aurait pas eu le temps de recompléter en fait sa panoplie de missiles, de défense anti-missiles, d'une part, et que d'autre part, elle craignait donc que l'Iran, ou que les mollahs, dans une réaction jusqu'au boutiste politico-militaire, ne lâche sur Israël en représailles à une frappe américaine une salve très importante de missiles. On dit, les spécialistes notamment français pensent, pronostiquent le fait que l'Iran aurait recomplété ses arsenaux en missiles, arsenaux qui avaient été détruits lors de la première frappe américaine en juin dernier, lors de la guerre des 12 jours lancée par Israël contre l'Iran, pour détruire, ou en tout cas neutraliser énormément, de manière très importante, la capacité de l'Iran à avoir la bombe nucléaire. Une première frappe qui avait été récupérée par l'Amérique de manière brutale, chirurgicale, millimétrée, et qui avait, il faut le dire, fait rebaisser la tension dans la région et fait bouger les lignes régionales. À la suite de cette frappe, de cette double frappe combinée, cette frappe a permis d'ailleurs à Israël de sortir de ce face-à-face, de ce bras de fer avec Téhéran par le haut, d'une part. D'autre part, les mollahs ont perdu une grande capacité à fabriquer quasiment immédiatement la bombe atomique, puisque les services de renseignement occidentaux pensaient qu'ils étaient en mesure, cette fois, d'avoir leur première bombe. Deuxièmement, il a détruit une partie des missiles de ses
arsenaux de missiles. Et troisièmement, il a empêché, diminué et surtout dissuadé l'Iran d'activer en fait tout ce qu'on appelle ces proxys, c'est-à-dire ces milices régionales. On voit d'ailleurs même aujourd'hui qu'on avait beaucoup parlé des milices chiites en Irak qui auraient menacé les bases américaines en représailles. Ces milices, on n'entend pas parler aujourd'hui. On a parlé beaucoup du Hezbollah. Le Hezbollah a été très affaibli, décapité en partie par Israël, mais également on sent bien que même si l'Iran ne lâche pas l'affaire sur le plan politique, sur le plan militaire, elle n'est beaucoup moins présente aux côtés du Hezbollah libanais. On voit donc que ces frappes ont eu véritablement pour effet de faire bouger les lignes régionales. Elles ont détendu l'ambiance globale et elles ont permis à Israël de gagner du temps. Donc on est là dans un cas précis. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que tout le camp MAGA approuve et supporte à plus de, j'ai les chiffres là, mais c'est plus de 70%, à la fois l'intervention américaine contre l'Iran, la première, celle de juin. Elle soutient aussi, elle appuie aussi le soutien inconditionnel de Donald Trump à son ami Benjamin Netanyahou dans l'affaire de Gaza, dont on pourra reparler si vous voulez. Et elle a soutenu également la formidable opération militaire dont j'ai parlé ici contre Maduro au Venezuela. Là où les soutiens sont plus nuancés, c'est sur l'affaire du Groenland dont on reparlera. Et donc, on voit bien que Donald Trump, fidèle à son concept de l'application de la paix par la force, vient à nouveau de mettre un coup de pression sur l'Iran. Il vient donc de déplacer un certain nombre de forces, en particulier le porte-avions qui vient de rentrer dans le golfe le golfe Persique, il vient de passer le détroit d'Ormuz, si je ne me trompe pas, et il positionne à nouveau ses pions autour de l'Iran, il encercle l'Iran pour réaliser en fait un cercle à nouveau dissuasif sur les Iraniens, dont vous avez rappelé que pour les seules journées quasiment du 8 et 9 janvier dernier, ils ont décidé de réprimer dans le sang les manifestations civiles. J'ai écrit un papier la semaine dernière, je citais les fourchettes qui viennent à nouveau d'augmenter. La semaine dernière, selon la télévision Iran Time, qui est la télévision de la diaspora de l'étranger, donc qui est connectée avec les Iraniens de l'intérieur, il y aurait eu 12 000 morts. Certains, et en particulier du côté des services de renseignement américains, laissaient dire que le chiffre pouvait dépasser les 20 000. Et aujourd'hui, ces derniers jours, une très grande enquête réalisée par le magazine américain Time évoque le chiffre de 30 000. Il faut rester prudent avec ces chiffres, mais à tout le moins, ces chiffres donnent une idée de l'ampleur. D'ailleurs, les autorités iraniennes elles-mêmes ont reconnu, je cite, plusieurs milliers de morts. Elles ont même envoyé à des journalistes occidentaux et français en particulier une documentation précise avec le nombre de morts au nombre près. Donc, il est évident que la répression a été féroce. Il ne pouvait en aller d'ailleurs autrement, puisqu'il faut à nouveau citer quelques chiffres qui, pour symboliser, pour illustrer la force de l'appareil d'État répressif iranien. Les gardiens de la révolution, c'est à peu près donc cette police idéologique, politique, religieuse, qui est aux mains du Mollah, qui est le vrai patron de l'Iran. C'est à peu près 180 000 hommes, et viennent s'ajouter à cela leurs milices, les fameux Basiji. On ne connaît pas exactement leur nombre, mais on évoque le chiffre de 500 000. Et là, je ne parle même pas des différentes forces de police. C'est pour vous donner une idée, en fait, comment dirais-je, du fait que le système étatique des mollahs iraniens n'était pas, il y a 10 jours, sur le point de s'effondrer. Et c'est là aussi que je pense l'administration américaine hésite. Elle ne veut pas commettre les mêmes erreurs qu'ont commis ses prédécesseurs. Je pense à Clinton, je pense à Bush, je pense à Biden, et on peut parler par exemple de l'Ukraine. C'est que les bombes ne suffisent pas à changer un régime, et elles ne suffisent pas non plus à, comment dirais-je, à provoquer ce que l'ensemble du monde occidental rêve, attend et souhaiterait, c'est-à-dire le passage, enfin la fin du régime des mollahs iraniens et la conversion en quelque sorte de l'Iran vers un régime qui serait plus démocratique en quelque sorte. Merci pour ce tour d'horizon sur l'Iran. Partons tout de suite juste à côté, c'est-à-dire en Israël. Voilà, on reparle à nouveau de la Riviera de Gaza.
Alors, c'est là où, en fait, lorsque Donald Trump a fait son show à Davos la semaine dernière, on peut continuer ce petit bilan provisoire, j'insiste, des chantiers ouverts par Donald Trump. Donald Trump, en fait, il a, comment dirais-je, un atout, à mes yeux en tout cas d'analyste de la géopolitique mondiale, et il a une faiblesse. L'atout, c'est que c'est un homme, alors je ne parle pas de l'homme, de son style, il est disruptif, il est méprisant, il est fort avec les faibles, il est insultant. Laissons de côté le style du cow-boy Trump mal élevé et laissons de côté ses provocations et ne conservons en fait que les actes, car c'est ça qui est important. Il a un avantage, c'est qu'il n'a pas de religion du droit international issu de la Seconde Guerre mondiale, blablabla. C'est pas son sujet en fait. Son sujet, c'est de restaurer la puissance américaine dans un environnement mondial qui a été entièrement mis en branle par les sursauts, enfin les secousses de la guerre d'Ukraine, et dans lequel il n'a en fait une véritable obsession ou un seul ennemi, c'est la Chine. Tout le microcosme politico-stratégique américain ne parle que de la Chine. Et la problématique des Américains aujourd'hui, c'est de ne pas se faire déclasser, de ne pas se faire reléguer au second rang, ne pas se faire larguer par une Chine qui aujourd'hui est devenue la première usine du monde. En début d'année, la Chine a publié les chiffres de son commerce extérieur, un record mondial historique, 1500 milliards d'excédents de la balance commerciale chinoise, c'est du jamais vu, une puissance industrielle, technologique. C'est l'un des rares chiffres, il faut le souligner, qu'on est capable de vérifier, puisque effectivement, on voit bien chaque pays est capable d'expliquer quelle est sa balance commerciale avec la Chine. Oui, tout à fait. On peut discuter à la marge si vous voulez, mais personne ne remet en cause ce chiffre. Et c'est une Chine aujourd'hui qui avance à marche forcée pour se doter, elle aussi, d'une puissance militaire dissuasive. Et c'est dans le match, le bras de fer entre l'Amérique qui ne veut pas perdre sa place mondiale et la Chine qui est décidée à faire valoir sa vision du monde, qu'on doit comprendre, à mon avis, la manière dont Trump avance ses pions sur cet échiquier mondial sans phare, sans idéologie. La seule des idéologies qui compte aux yeux de Donald Trump, c'est se positionner par rapport à la Chine et donner des affaires à ces usines et à ces entrepreneurs américains. Business first. C'est vraiment, je pense, la manière de l'Amérique, puisque pour l'Amérique, la puissance, elle est militaire et elle est économique. J'ai perdu votre question, mais... Là, on était parti sur la Riviera de Gaza. Voilà, en fait. Voilà, et donc on y vient. Et là, on découvre dans ce deuxième dossier que Donald Trump et finalement, on revient à l'Iran, c'est-à-dire, je pense que parce que Donald Trump a affaibli énormément le fameux axe chiite dont Israël ne cessait de répéter la dangerosité pour son existence même, que Donald Trump a pu dans un premier temps tordre le bras de son ami Benjamin Netanyahou qui ne voulait rien lâcher sur Gaza tant qu'il n'avait pas éradiqué tous les miliciens du Hamas. Donald Trump a donc pu tordre le bras à Netanyahou en octobre dernier. Il est le premier, et on peut le critiquer, mais c'est une réalité, il est le premier à avoir obtenu un cessez-le-feu plus ou moins effectif, plus ou moins réel, mais existant quand même dans la bande de Gaza en octobre. Et il vient cette fois d'enclencher la deuxième partie de ce cessez-le-feu qui avait permis en fait une forme de cessation des combats dans la bande de Gaza, le fait que l'aide humanitaire puisse à nouveau revenir pour la population civile et un retrait partiel de Tsahal sur les positions derrière la fameuse ligne jaune. Et Donald Trump vient d'enclencher la deuxième partie de son plan de paix, puisqu'en fait, cette paix provisoire était la contrepartie de l'acceptation d'Israël, c'était que le Hamas rende tous ses otages, ce qu'il a fait. Mais la deuxième contrepartie, et ça restait, c'est toujours
ça doit toujours être mis en œuvre parce que ce n'est pas fait, c'est que le Hamas rende ses armes. Donald Trump vient d'enclencher la seconde partie, il vient d'activer son fameux Conseil de la paix, et c'est là où effectivement il est totalement disruptif, c'est que les Américains avaient présenté au départ ce Conseil de la paix comme une instance de pilotage de la reconstruction et de la construction de la bande de Gaza, et en fait on découvre maintenant que cette instance, Donald Trump en fait une espèce de ONU bis à sa main, un machin bis à sa main, américain, puisqu'il en prend la présidence. Il a nommé parmi les 7 membres de son conseil d'administration, entre guillemets, il n'y a que des Américains ou des gens qui sont très très proches des intérêts américains. Et il invite les États à y siéger pour 3 ans et plus si ces États versent $1 milliard en cash à cette organisation qui est censée donc achever la construction de la paix et reconstruire, et c'est là où le business revient. Je parlais des deux mamelles de la politique internationale trumpienne, à savoir la Chine et les affaires, et c'est là où les affaires reviennent au premier plan. C'est que Donald Trump veut faire des affaires, il veut privilégier ses amis, ses relations, ses copains pour faire une énorme opération financière à Gaza, et c'est là où effectivement les choses, disons, sont éminemment critiquable. En tout état de cause, il faut être factuel. Si la paix aujourd'hui, un semblant, une forme de paix, oui, une paix, on peut le dire, mauvaise paix, mais une paix quand même, est retombée sur la bande de Gaza, c'est bien grâce à la force de Donald Trump. Donc il faut être, je dirais, balancé dans la manière dont on comprend, la manière dont on lit ce que fait Donald Trump. Maintenant, là où on peut être critiqué, très critique, c'est ce Conseil de la paix qui serait une espèce de mauvais décal de l'ONU. Ceci dit, je fais partie des analystes qui pensent depuis des années que l'ONU ne sert plus à rien depuis très très longtemps. Donc en fait, ici, les diplomates du Quai d'Orsay parisiens peuvent se gausser de ce truc, de ce machin, de cet ovni qui serait un ersatz d'ONU, mais à la main des Américains. Ils peuvent bien rigoler parce que en fait, ils sont les premiers à vanter un truc qui ne marche plus depuis longtemps. Les paix ne se règlent plus à l'ONU, sinon ça se saurait. Donc vous voyez, il faut toujours faire la part des choses, et surtout ce qui est, et là je reviens à l'Europe, ce qui est assez frappant, je trouve, c'est que les Européens s'affolent, et en particulier à cause de Gaza, à cause des velléités de Donald Trump sur le Groenland, mais pour de mauvaises raisons. En fait, ils avaient 1 an en fait pour préparer la riposte face à un Donald Trump à nouveau conquérant pour les succès des armes de l'Amérique, et au lieu de changer leur logiciel, d'adapter leur logiciel à la réalité du monde géopolitique tel qu'il est et tel qu'il va s'accélérer, ils restent accrochés à leur vieille lune, le droit international qui n'existe plus, le système de gestion des conflits internationaux issus de la guerre mondiale qui est complètement démonétisé, le fait que alors on ne parle plus des dividendes de la paix, mais dans tous les pays, en particulier en France, au lieu de mettre les bouchées doubles depuis 3 ans sur les sujets, les sujets de défense au sens global du terme, ces choses-là sont communiquées mais jamais mises en œuvre parce que la politique reprend ses droits, et on le voit de quelle façon. Donc si vous voulez, c'est pour moi une façon pour les Européens, quand les Européens lancent leur cri d'orfraie contre Donald Trump, le nouveau fou. Alors, ils avaient jusqu'à quelques mois, il y avait un fou pratique, c'était Vladimir Poutine, l'homme qui effectivement voulait mettre à bas l'OTAN. Ça c'est clair, c'est précis, c'est net. Il le dit, c'est dans ses dossiers, c'est dans ses documents stratégiques. Ils viennent de trouver un nouveau fou. Le nouveau fou, c'est Donald Trump. Alors, il a 80 ans. Beaucoup d'éditorialistes de la presse mainstream se gaussent de la santé mentale de Donald Trump. Les mêmes, au passage, qui s'interdisaient de parler de la santé mentale de Joe Biden, alors que les journalistes démocrates étaient les censeurs de ce sujet-là aux États-Unis. Ces mêmes journalistes démocrates qui ont signé juste après la fin du mandat de Joe Biden un livre dans lequel ils expliquent qu'ils savaient depuis
les mois précédents le premier mandat de Joe Biden que celui-ci avait un petit problème de santé mentale. Donc vous voyez, on est toujours, au lieu de regarder les choses et de poser les choses sur la table, on est face à des chiens, des commissaires politiques ou des chiens politiques qui aboient lorsque la caravane américaine va un peu loin. Et si vous voulez, on peut terminer par le Groenland. Il nous reste 3 minutes. Eh ben voilà. S'ils avaient bien lu et intégré le programme de campagne de Donald Trump, ils sauraient que Donald Trump avait posé sur la table en 2019 sa volonté de acquérir d'une manière ou d'une autre le Groenland. Il l'a redit en 2024 et donc là il passe aux actes. Je rappelle quand même aux auditeurs que l'Amérique a acheté l'Alaska en 1867 je crois à la Russie à l'époque pour 7 millions de dollars si ma mémoire est bonne, que la même année ils ont mis sur la table un chèque pour acheter le Groenland au Danemark qui le possède depuis 1721. Ils ont remis sur la table ce chèque en 1910, puis en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'ils avaient transformé le Groenland en porte-avions américain face à l'Union soviétique. Donc vous voyez que c'est dans le mindset, c'est dans le cerveau, le cerveau américain. Et en fait, ce qu'il faut comprendre de Donald Trump sur le Groenland, c'est... alors, évidemment, le microcosme politico-stratégique américain explique qu'il faut posséder le Groenland pour pouvoir verrouiller la défense face au pôle Nord. Cet endroit au-dessus duquel passerait dans le ciel les missiles balistiques lancés soit par la Russie, soit par la Chine en direction des États-Unis, puisque c'est la ligne la plus courte. Cet endroit aussi qui permettrait de verrouiller les futures routes polaires maritimes. Cette île qui aurait dans son sous-sol énormément de richesses. Tout ça est sans doute vrai, mais les experts français disent qu'il n'y a pas besoin d'être le possesseur de l'île pour le faire. Il y a aussi et surtout, et je crois que c'est ça qui explique l'offensive de Donald Trump, c'est que celui-ci considère que la restauration de l'Empire américain passe par des conquêtes physiques et qui passe par le prestige d'accrocher une 51e ou une 52e étoile au drapeau américain. Il a rendez-vous avec ses électeurs en novembre. C'est un marketeur. Il veut pouvoir afficher quelques victoires symboliques à son drapeau pour convaincre les électeurs de revoter pour ses députés et ses sénateurs en novembre prochain. Et je crois que c'est ce mélange-là qui caractérise Donald Trump. Donald Trump qui n'ira pas au clash, contrairement à ce que disent les analystes européens, qui n'ira pas au clash au Groenland. Ils n'en ont aucune envie. Ils ont surtout envie que l'Europe se prenne en main et se réveille, en particulier sur les questions de défense, pour jouer leur sous-traitant. Eh ben, merci beaucoup Mériadec Raffray pour ce tour d'horizon. Évidemment, il n'est pas fini. On pourrait parler du Canada, on pourrait parler du Venezuela. Ben voilà, on a un sujet tout trouvé pour la semaine prochaine, sauf si l'actualité nous rattrape. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.